et laïque, divin et terrestre, ciel et terre, lieu de rencontre et de séparation entre deux dimensions non commensurables. Ça serait intéressant, peut-être, on peut en revenir sur ça, suivre l'histoire de cette séparation dans les églises byzantines, parce qu'elle était une séparation que d'abord, celle de la transaine du corps, de cœur, qui était une séparation qui était de 4 à 5 pieds environ, et qui change de structure. Hein. Mais on peut dire que la transaine en particulier, c'est un élément qui reste et varie dans les siècles. Selon aussi des développements religieux, l'iconoclastase, etc. La transaine est une structure, je ne sais pas si vous l'avez à l'esprit, hein, qui est constituée par une marqueterie en bois en fer, hein, qui a la caractéristique d'être à la fois transparent et présent. Hein. C'est une décoration, normalement sur des colonnes, hein, mais assez ouverte. Or, le mot transaine vient du latin transaine et veut dire en effet filet à oiseau, veut dire piège. Et il vient de transeo, hein, donc traverser. Élément à la fois présent et transparent. C'est capture et passe. Alors, quels sont les oiseaux que l'on capture à la lisière entre sacré et profane? Je veux simplement dire que la transaine représente pour moi, c'est bien, hein, ce marqueur, je dirais, des dimensions inconciliables, hein, qui permet à la fois un certain passage entre elles. Ce passage, c'est un passage, hein, qui permet une certaine circulation, je dirais, pulsionnelle entre le peuple, hein, des fidèles et les ecclésiastes qui font des rituels dans le lieu sacré. Ce qui circule entre les deux, grâce à cet espace marqueur transparent et présent à la fois, c'est justement le regard et la voix. On pourrait... Bon, je laisse un moment ça... Je me suis... Voilà, je conclue. Je vais vous dire ce que la question que je me suis posée. Je me suis demandé si l'on ne pouvait pas penser cet élément architectonique, hein, comme l'indicateur, hein, de quelque chose de l'ordre d'un événement subjectif dans la rencontre avec l'autre. On pourrait dire le marqueur, hein, de quelque chose qui représente la scène de l'événement du sujet. Sur cette ourlet de la transaine et plus tard de la balustrade, hein, transite la relation entre signifiant premier et batterie de signifiants, S2. Nous savons que Lacan a conçu un espace topologique spécifique pour désigner le sujet divisé, qui est la bande de Mobius. Hein. Et évidemment, ça, c'est un espace topologique qui est, Lacan dit, la bande de Mobius, dans son essence, est la coupure même. Voilà en quoi elle peut être pour nous, le support structural de la constitution du sujet comme divisible.
elle est elle-même sujet divisé. Alors, évidemment, ça c'est une, comment je pourrais dire, Lacan nous offre une proposition topologique pour le sujet divisé. Il m'a paru intéressant d'observer que les êtres humains, là où ils circonscrivent, là où ils définissent un périmètre qui dessine l'endroit de leur relation à l'autre, ils inscrivent à l'intérieur de cet espace un écran, un marqueur. Et justement là où il y a rencontre, aliénation et séparation de cette rencontre à l'autre. Une barre, on pourrait dire, qui signale justement l'événement de quelque chose qui n'est que par définition ponctuel et évanescent. Une barre qui marque, on pourrait dire, la distance à maintenir entre la place de l'idéal et celle de l'objet, le saut qualitatif existante entre l'incommensurable de la relation symbolique réelle et la mesure du symbolique imaginaire. Il m'a paru que la structure du temple, quelque part, me fait revenir à l'esprit la structure que Freud, le schéma que Freud nous donne pour l'identification du groupe, là où, justement, il différencie l'objet de l'idéal du moi. Le sujet est toujours une dimension entre deux, on pourrait dire, pour moi très important, entre collectif et individuel, ni l'un ni l'autre. Pour revenir à Lacan, le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. Donc la question de la relation entre mesure et incommensurabilité est celle que verra reprise dans l'abstraction en peinture. Et toute la question de la représentation en peinture qui se développe dans la Renaissance revient justement sur cette question. Chez les premiers peintres de la Renaissance, on remarque qu'il y a la transformation de l'icône en présentation de scène. Et justement, on pourrait dire que le bord de l'icône, c'est ce bord, reprend ce bord, on pourrait dire, de cette coupure relation entre laïque et sacré. Hier, j'ai vu l'exposition de Richard Serra au Grand Palais. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Rien ne m'a paru Richard Serra, c'est une sculpteur américaine assez extraordinaire qui, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de voir, d'étudier, de rechercher, parce qu'il fait, je dirais que c'est le sculpteur contemporain plus proche, c'est-à-dire qui a revivifié la notion baroque de l'espace et l'a réalisé dans des mises en scène extraordinaires qui nous donnent une expérience très particulière de la relation justement à l'espace, à l'autre, mais aussi de notre déambulation par rapport à des espaces que nous créons nous-mêmes. Alors, il y a une exhibition de Serra. En effet, c'est une installation qu'il a conçue spécifiquement pour le Grand Palais, qui est assez incroyable. Vous devez aller la voir. C'est quelque chose que pour certaines dit peu, mais pour d'autres dit beaucoup. En effet, ce sont une série, je pourrais dire, d'écrans qu'il a installed, comme on dit, mis en pied dans le Grand Palais, et qui dessine justement, on pourrait dire, la répétition
de ce moment, je dirais, d'événement subjectif dans la coupure entre laïque et sacré. Dans le cas de Serra, dans cet espace, on pourrait même penser au Grand Palais comme un espace templum, mais où lui, il quelque part multiplie cet effet de rencontre avec la coupure. Et c'est difficile de le dire dans les mots, il faut l'expérimenter, donc je vous invite à aller le voir. Voilà, je m'arrête sur ça. Je peux peut-être revenir sur la question du travail, de ce passage entre, je dirais, de la transformation entre icône et présentation dans la Renaissance. Ouais, plus tard. Alors, comment on procède? Je crois qu'on va passer quand même la parole avant de, parce que ça n'a pas de lien, je pense, avec l'exposé de Jean-Michel. Donc, non, c'est en 4 minutes. Je vous passe la parole. Après, c'est magnifique. Je ne sais pas parce que je suis en train de... Micro. Non, pas sans micro. Je remercie beaucoup Paola pour son intervention et en particulier pour ce qu'elle a rappelé de l'importance de l'architecture ou de l'architectonique, si on y tient, du temple dans son rapport avec la symbolique du sexe féminin et du lieu d'émergence ou d'élaboration du futur sujet. Simplement, je pense qu'il y a, au rebours de ce que vous avez présenté, une différence radicale, essentielle, ontologique, définitive, entre la conception du temple de Salomon, auquel vous avez fait allusion, et ce que vous avez appelé d'un mot rapide la tradition judéo-chrétienne de la représentation du même temple, c'est-à-dire de la demeure du Dieu. Par la suite, que ce soit chez les Byzantins ou chez les chrétiens occidentaux. De la même façon, les Grecs, auparavant, et encore moins les Égyptiens, avaient une toute autre représentation de ce lieu éminemment symbolique de la rencontre du sujet humain avec l'autre, par excellence. Le propre du temple de Salomon, et que c'est un temple où le Saint des Saints, qui est effectivement séparé par un voile que personne ne peut franchir, sauf le prêtre, le grand prêtre, descendant d'Aaron. Ce Saint des Saints est un lieu vide, ce qui peut-être permettra à Lacan, par la suite, d'élaborer sa conception de la chose comme lieu de déjection. Mais c'est sa propre conception à Lacan. En tout cas, il me semble que ce soit
le lieu de la jouissance dans un sens positif et non pas dans un sens lacanien. Le lieu de l'acquisition de la fin, de la finalité, de la libido, comme Tamara le rappelait ce matin dans sa version positive et joyeuse. Me semble tout à fait correspondre à cette espèce de géographie imaginaire du sexe féminin que l'amoureux médiéval, mais aussi bien vraisemblablement l'amoureux antique, pouvait se représenter dans l'acte sexuel lorsque, pénétrant le sexe féminin, il parvenait enfin à exploser dans ce lieu vide de toute image, c'est-à-dire à transcender, pour le coup, les barrières de l'imaginaire pour parvenir à cette espèce de jonction inouïe du symbolique et de la jouissance. Ce qui me semble être le seul lieu possible d'émergence d'une naissance. Voilà. Je dis juste un mot, parce que je vous remercie énormément, parce que toutes vos remarques stimulent beaucoup. Je veux juste dire une chose, il serait très intéressant d'avoir le temps ensemble, pour faire, comment je pourrais dire, pour regarder les variants dans les différentes religions de la structure architectonique par rapport au rituel. On n'a pas le temps de faire ça ici, c'est extraordinaire. Et la question que vous dites par rapport, la raison pour laquelle je fais mention au temple de Salomon, ça a simplement à voir avec le fait qu'il y a certains composants architecturaux qui restent qui restent dans la tradition judéo-chrétienne, et aussi parce que c'est le temple qui fait référence plutôt à ma tradition, n'est-ce pas? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce que vous précisez là par rapport au voile, au vide, le fait que c'était inaccessible, etc. Vous avez tout à fait raison. C'est absolument ça. Peut-être que je me suis mal expliquée. Ce que j'essayais, le point de mon emphasis, c'était plutôt sur le point de rencontre et séparation, sur le voile lui-même. Ce qui m'intéresse, la chose sur laquelle je suis en train de travailler, c'est les différentes figures de ce voile qui s'évoluent selon les différents moments de la religion judéo-chrétienne. Et je pense que l'évolution de ce voile donne des effets très importants dans la Renaissance. Ça, c'est la chose spécifique sur laquelle je travaille. Donc, c'est bien évidemment que dans le temple de Salomon, il a une position bien précise, il a une fonction bien précise. On pourrait se demander d'ailleurs quels sont les effets, parce que l'iconostase, on n'y pense pas beaucoup, mais l'iconostase au sens de soulever un mur qui est complètement coupé, qui coupe complètement la partie des fidèles, la partie ecclésiastique, c'est une chose très tardive. Ce n'est que après la crise de l'iconoclasme que ça a lieu, c'est-à-dire à partir du 9e, 10e siècle, et ça se développe, devient de plus en plus développé dans la tradition orthodoxe grecque, russe en particulier. On peut se demander d'ailleurs qu'est-ce que sont les conséquences du développement
de l'iconostase dans cette direction. Je dirais soit religieuse que politique. C'est très intéressant. C'est toute une question à ouvrir. Hein. Mais là, alors, par rapport à la question du corps féminin, je dois vous avouer sincèrement que je n'avais pas pensé au temple comme représentant du corps féminin. Donc, moi, la chose sur laquelle je travaillais plutôt, c'était justement ce point de rencontre et séparation du voile. Hein, et pour moi, qui est pour moi un point marqueur de quelque chose justement qui a à voir justement avec l'événement, on pourrait dire quelque chose de l'ordre de l'événement subjectif, mais là, ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est ponctuel et évanescence. Hein, ce n'est pas un sujet substantialisé. Oui, Paola, si j'ai bien compris ce que tu as dit, sur le templum, je suis beaucoup plus d'accord avec toi qu'avec Lacan. Bien que tu sois... C'est la première fois que quelqu'un m'a dit une chose pareille. Donc. Oui, non. Je vais dire en quel sens, évidemment. C'est-à-dire que Lacan, avec la bouteille de Klein, avec le retournement de la sphère, ce dont il nous parle, c'est d'un extérieur qui peut devenir un intérieur, d'un intérieur qui peut devenir un extérieur. Quand on parle du templum, comme tu le fais, on ne parle pas du tout d'une réversibilité possible. Le prêtre qui trace l'enceinte qui permet de séparer l'espace profane de l'espace sacré, il fait un geste irréversible. Et je trouve que c'est extrêmement important du point de vue de l'enclave. Alors, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Claude. Le premier qui a parlé du corps de la femme comme temple, à ma connaissance, c'est Perrier. C'est-à-dire qu'en effet, l'homme qui pénètre avec son sexe le corps de la femme, il fait un geste sacré. Et la femme le sait, et lui aussi le sait. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Moi, je veux parler de l'enclave. Il me semble, alors là, ma question s'adresse à toi, mais aussi à Tamara, il me semble que la mère enclavante, c'est quelqu'un, justement, qui ne veut pas savoir, ou qui ne peut pas savoir, qu'il peut exister un espace sacré. C'est-à-dire que la question d'une enceinte séparant le sacré du profane ne peut pas, en tout cas il me semble que dans la clinique ça se voit tout le temps, ne peut pas être pensée, vécue, dite et agie par la mère enclavante. Et le jour où elle y arrive, elle n'est plus enclavante. Très intéressant, mais je pense que c'est une question pour toi. Je dirais que la question je dirais que la question de la séparation, de cette séparation, hein, d'un espace séparé, peut surgir chez une mère enclavante. Et toute la question, à mon avis, est à déployer sur... parce que comme Paola a bien signifié au départ, c'est que cette idée d'enclave indique une différenciation. Hein. Donc il ne s'agit pas de symbiose, il y a une différenciation. Hein. Et que ce qui est en cause là, et dans tout mon propos, et je vais le développer, c'est la question pas de l'existence de l'enfant. L'existence de l'enfant enclavé dans ce territoire fermé existe, il existe, mais il est enclavé dans un hors-temps, dans un hors-espace, il est invisible, il n'est pas symbolisable, et en même temps, ce qui n'est pas symbolisable, c'est le mouvement. C'est-à-dire que, est-il mort ou vivant? A-t-il déjà existé ou pas? Et ça, on peut le retrouver dans beaucoup de lapsus, je dirais, d'analysants. Hein? Et une chose, voilà. Analysant, après beaucoup d'années d'analyse, m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux enfants que leur corps est sacré? Oui, là tu fais allusion à l'aspect intrusif, réel
des deux parents, souvent, vis-à-vis de l'espace de l'enfant qui est justement pris pour le leur. Enfin, ça, c'est... La mère ne se rend même pas compte qu'elle est intrusive. Elle ne se rend pas compte, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Mais pour terminer avec un petit vitz, je voudrais juste citer le propos d'une analysante d'origine italienne, architecte d'Urbino, qui était une patiente boulimique, donc qui parlait beaucoup de son corps. Et une de ses façons de se parler, c'était « Mais vous avez vu, madame », en italien, ho dei seni che sono delle balaustre. Hein, que c'est une façon de dire les seins, hein, comme des balustrades. Hein? Donc voilà, hein, je crois que... Je pense que je vais la citer. Comme je pense qu'il y a une autre intervention, il serait mieux... ok. Oui, j'avais demandé la parole avant. Très brièvement. Car oui, Paola, tu as donné vraiment beaucoup de suggestions. Je désirais seulement dire que cette fonction de la ligne qui trace le temenos, ça a été une fonction foncière aussi du théâtre grec. Okay. Donc là, la démarque que tu as définie en termes de sacré profane ou bien de passé barré, si on veut, et que je reprends le concept de Lacan que j'avais cité ce matin, c'est la fonction d'ambocepteur, il l'a défini, ce qu'il applique à la mamelle et au placenta, et de deux côtés avec une fonction différenciée. Donc c'est vraiment le clivage du signifiant comme tu l'as dit. Et après, c'est l'espace du spectacle qui s'inaugure avec le théâtre. Alors là, bientôt, les temenos, la ligne sur la terre, deviennent il sipario, come si dice, la tente, le rideau, devient le rideau. Donc le rideau plié, c'est une fonction particulière du voile qui aura finalement son triomphe justement dans le baroque, oui, qui était très cher à Lacan. Et on peut très bien percevoir la fonction baroque du pli et du masque. Le théâtre, c'est aussi fait spectacle, donné à voir, le ça-montre lacanien, mais aussi caché derrière la masque, et encore un ambocepteur. Et pour ce qui concerne l'iconostase dont tu as parlé deux fois, je crois que peut-être c'était l'introduction d'une nouvelle fonction du simulacre, ou bien ce n'était plus le simulacre du Dieu, la statue du Dieu, mais la multiplication des simulacres, ou bien ce que le peuple peut entrevoir de la divinité. La simulation de la divinité, je dirais. Ça, c'est très moderne. Tandis que le réel du Dieu, Lacan, dans le séminaire Le Transfert, remarque que les dieux sont du réel, appartiennent au réel, c'était réservé dans la cellule à l'intérieur, donc au niveau du pas visible. Je te remercie beaucoup pour avoir mentionné le théâtre grec. Moi, je n'ai pas voulu parler parce que je ne pouvais pas parler de ça ici, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, même si je pense personnellement que pour comprendre, je dirais, la transformation qui a lieu dans la Renaissance, il faut penser justement un point de rencontre ensemble du théâtre, du lieu du théâtre, on pourrait dire du rideau du théâtre et du voile du temple sacré. Si, non, mais c'est vrai, mais c'est très important d'avoir à l'esprit que c'est une rencontre des deux. Ce n'est pas seulement le théâtre. Il y a aussi la question... mais c'est vrai, c'est une contamination. Voilà. Et je rappelais aujourd'hui au déjeuner que le mot voile en latin, c'est justement la traduction exacte de phallos. Oui.
Oui, car le souffle, la F grecque, ça devient V en latin. Donc la racine fal, fait, fil, parole, avec toutes les... Ça devient vel, velum. Il velum. Donc le voile, mais c'était déjà Lacan qui l'avait annoncé. Oui, bien sûr. C'était la signification du phallus dans l'exposition du voile. Oui, oui. Merci. Par rapport à l'iconoclaste, c'est un sujet très, très compliqué. C'est très difficile de parler de l'iconoclaste. Et il faudra en parler dans un autre cadre, parce que... Du point de vue anthropologique, l'analyse, nous pouvons la voir comme un rite de passage, dans certains cas, comme un rite d'initiation. Alors, est-ce que vous direz que les psychothérapies vis-à-vis sont leur espace est structuré par une balustrade et que l'analyse classique est structurée par un voile? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je la formulerai comme ça, mais je pense que ça pose la question... Je vous dis pourquoi je ne sais pas si je la formulerai comme ça, parce que moi j'ai encore beaucoup du mal à accepter cette différenciation entre psychothérapie et psychanalyse. Parce que... je considère les entretiens face à face ou les entretiens préliminaires qui peuvent parfois durer des années comme partie de l'analyse. Donc vraiment, j'ai du mal à faire cette séparation. Je vis, si vous voulez, dans un milieu où on ne fait que faire cette séparation. Hein. Et moi, je n'arrive pas à faire cette séparation. La chose qui, je pense, définit le travail, c'est l'écoute de l'analyste. C'est la position